Écoutez, je commence. Je me présente, Serge Marchand. J'ai un doctorat en neurosciences, donc je suis un scientifique. Je fais de la recherche principalement. J'ai fait beaucoup de recherche clinique. J'ai travaillé justement avec GA et puis on a fait plusieurs projets. Et je vais vous présenter certains de ces projets, mais aussi des données qui viennent de d'autres chercheurs dans le domaine de la santé mentale et de la douleur. Quand on parle de santé mentale et de douleur, on peut dans un premier temps essayer de revoir les bases neurophysiologiques. Mais je vous rassure tout de suite, on va uniquement regarder très rapidement, mais on sait que s'il y a une lésion au bout du doigt, par exemple, si on se fait mal, il y a des fibres nociceptiques qui reçoivent l'information. Et ensuite de ça, il y a des conducteurs, des fibres A, delta et C qui vont conduire jusqu'à la moelle, ensuite jusqu'au thalamus, jusqu'au cortex. Et on va parler de douleur uniquement une fois qu'on est au niveau cortical. Avant, on parle de nociception. C'est très important de comprendre la différence parce que la douleur est toujours corrélée avec le signal nociceptif. Même si on sait que de façon générale, c'est le cas, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une vision qui est plutôt linéaire. C'est-à-dire, alors, on a besoin plutôt d'une vision qui est un peu plus, une vision qui est un peu plus circulaire, si on veut, parce qu'on a des mécanismes centraux qui peuvent amplifier, donc excitateurs, qui vont amplifier la douleur, et d'autres mécanismes, au contraire, qui vont la réduire. Et je repasse à la jeune fille qui souffre, qui est dans le spectre de l'autisme et qui disait, ben moi, quand j'ai mal, tout est amplifié, tout fait plus mal. Quand j'ai peur, quand on m'explique mal, ben ces mécanismes excitateurs sont très puissants à amplifier la douleur. Et par chance, on a aussi des mécanismes de freinage. Quand elle disait, bien, quand l'infirmière me fait rire, quand l'infirmière me parle, quand elle me distrait avec ma tablette, j'ai moins mal, bien, tout ça, ce sont les mécanismes inhibiteurs. Et quand on les comprend bien, ça peut devenir des outils très, très puissants pour contrôler la douleur. C'est vrai dans l'autisme, mais c'est vrai de façon générale chez tous. Alors, comment on fait pour étudier tout ça? Bien, vous pouvez voir, on a des approches qu'on appelle les approches psychophysiques, où on va utiliser, par exemple, des poils de Von Frey qu'on utilise en neurologie pour savoir si la sensation somesthésique est normale, des stimulateurs thermiques pour produire des douleurs localisées qui ne sont pas dangereuses pour l'organisme, mais qui vont nous permettre de mieux comprendre. On peut prendre des prises de sang et voir les catécholamines, les endocannabinoïdes, les hormones. On peut faire de l'électrophysio, ECG, EEG, regarder la variabilité cardiaque, et on peut faire de l'imagerie cérébrale et regarder ce qui se passe dans le cerveau. Donc, vous voyez qu'avec des sujets sains ou avec des sujets qui souffrent de différentes pathologies, de douleurs chroniques ou de problèmes de santé mentale en général, on peut utiliser tous ces outils. On va voir ensemble rapidement de quelle façon on peut les utiliser. Ici, c'est un exemple de psychophysique. En gros, ce qu'on fait ici, c'est très simple. C'est qu'on a une thermode qui est placée sur le bras d'une personne. Donc ici, ce sont des sujets sains. Vous pouvez voir la thermode ici qui est appliquée sur le bras. Et ce qu'elle va faire, cette thermode, c'est que nous, on sait ce qui va se passer, c'est que la température va partir de environ, ici c'est 0 pour douleur, mais la température n'est pas à 0, elle est environ à 32, 35 degrés, à peu près la température de la peau, 36 peut-être. Et une fois qu'elle est ajustée, elle va augmenter assez rapidement pour atteindre 46. Mais la personne reçoit comme consigne qu'elle doit évaluer la douleur uniquement. Elle ne se préoccupe pas de la température, elle doit évaluer la douleur. On lui dit que la température est contrôlée par ordinateur qui s'est randomisé. Alors, vous pouvez voir ici que quand la température est stabilisée à 46, la douleur augmente quand même. On appelle ce phénomène-là de la sommation temporelle. J'ai marqué spatiale ici, je m'excuse, c'est une erreur. C'est de la sommation temporelle, donc ça veut dire que si j'ai une même douleur qui continue, bien sûr, la douleur augmente. Alors, c'est intéressant parce que vous pouvez voir que même avec une échelle visuelle analogue ou en donnant des chiffres, on arrive assez bien à caractériser un phénomène qui est d'origine centrale. Si on veut le voir un peu plus en précision, si on veut, on peut aussi faire ce qu'on appelle des réflexes nociceptifs. Alors, on peut enregistrer l'activité qui se passe dans un muscle d'extension. Alors, on donne une stimulation électrique à la cheville. Ici, on montre un exemple de si on avait posé le pied sur des objets qui sont portants, une assiette, par exemple, qui a des éclats de verre ou quoi que ce soit. On va avoir un réflexe de retrait. On va retirer la jambe. On peut stimuler le nerf de façon électrique et enregistrer ce retrait à répétition. Vous pouvez voir ici qu'on appelle ce réflexe le R3. Donc, on peut voir un réflexe R3, 2 et 3. Et on les donne ici à toutes les 7 secondes. Mais si on augmente la fréquence de stimulation,
Si au lieu de la donner aux 7 secondes, on la donne aux secondes, regardez bien ce qui va se passer. L'amplitude du réflexe va augmenter. Alors, encore une fois, c'est un bel exemple de sommation temporelle, mais dans ce cas-ci, c'est au niveau spinal. Alors, vous voyez, de façon non invasive, on peut voir ce qui se passe dans la moelle, donc ce qui se passe vraiment à l'entrée de l'information nociceptive, et on peut voir plus tard, en regardant ce qui se passe dans le cerveau, ce qui se passe au niveau cognitif aussi. On peut aussi mesurer les systèmes de freinage de la douleur. Alors, vous avez vu cette courbe tout à l'heure. Maintenant, on va demander au sujet de mettre son bras dans un bassin d'eau très froide, le bras opposé ou la jambe ou une autre partie du corps. Ce n'est pas tellement important parce que c'est un système de freinage qui est diffus, donc il va s'étendre sur l'ensemble du corps. Et on va recommencer la stimulation initiale et vous allez voir que ici, c'est une moyenne de sujets. Vous pouvez voir qu'il y a une réduction assez importante de la douleur dans cette expérience ici. Dans certains cas, c'est plus ou moins important, mais il faut y voir 45 de réduction de la douleur pour un mécanisme endogène, c'est très puissant. Alors, si tous les médicaments avaient 45 de la douleur, on serait très content. Alors, finalement, vous pouvez voir qu'on a ça de façon endogène. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que même dans une population saine, vous pouvez voir ici que chaque petite barre ici est un sujet. Alors, vous pouvez voir ici que certains sujets ont une réduction assez importante, 50 et un peu plus, tandis que d'autres, c'est très faible. Et même à l'autre bout du spectre, il y a environ 20 à 30 des sujets ici qui n'ont pas de douleur, des sujets sains, on peut voir qu'ils ont une hyperalgésie. Alors, leur système de freinage de la douleur, pour une raison ou une autre, n'est pas efficace. Au contraire, même, il peut être inversé et produire de la douleur. Alors, on est à faire un gros projet de recherche. Et puis, d'ailleurs, Mathieu Vincenot, ici, a soutenu sa thèse hier, donc, le nouveau docteur en neurosciences. Pardon, il était sous la supervision de Guillaume Léonard, qui était mon étudiant au doctorat à l'époque, qui est maintenant un professeur. Et on vient de terminer avec plusieurs centaines de sujets. En fait, on a fait, je pense, 340 sujets sains, 108 sujets qui souffrent de douleurs chroniques. Et vous voyez que la courbe redonne, et ça, c'est tous les sujets ensemble, y compris, sauf les sujets de douleurs chroniques. Alors, on peut voir ici qu'à 340 sujets, on retrouve à peu près la même chose que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, cette variabilité des mécanismes de freinage, elle est importante parce que si mon mécanisme de freinage ne fonctionne pas, et que vous essayez de le démarrer en provoquant une douleur, bien, c'est possible que je vais simplement avoir plus mal. Un massage profond peut faire beaucoup de bien à une personne. À une autre personne va vous dire, bien, moi, les massages profonds, après, j'ai encore plus mal. Alors, vous voyez, ces systèmes de freinage sont importants. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe en santé mentale, comment on pourrait l'utiliser. Dans un premier temps, on peut se dire, bien, s'il y a de l'hyperalgésie, si le patient présente de l'hyperalgésie, c'est possible que la sommation temporelle soit augmentée, ou je m'excuse, soit augmentée, c'est-à-dire que ce fameux système excitateur descendant soit encore plus puissant, ou simplement que le système de réduction de la douleur ne fonctionne plus. Donc, il y a un problème de réduction de la douleur. Et on peut voir qu'on peut le mesurer au niveau de la perception, donc vraiment au niveau cortical. On peut le mesurer au niveau spinal, et on peut vraiment regarder ce qui se passe dans le cerveau pour voir ce qui se passe en tant que tel, comprendre quels mécanismes sont impliqués. Les groupes dans lesquels j'ai eu des collaborations avec GIA, par exemple, puis avec d'autres collaborateurs, Stéphane Potvin, ainsi de suite, il y a dans la dépression, on va parler très, très brièvement de l'autisme parce que GIA a déjà fait un très, très bon tour, et on va parler aussi de patients qui souffrent de schizophrénie. On va voir un peu les différences qui se passent quand on peut faire de la neurophysiologie et de voir à quel point on peut vous donner ces données-là pour que vous puissiez appliquer au niveau clinique en tant que tel. Donc, dans la dépression, on sait que c'est connu, il y a de la douleur. Je pense que si vous êtes clinicien, vous avez vu des patients qui souffrent de dépression majeure. Souvent, les patients vont rapporter aussi qu'ils souffrent, ils ont différentes douleurs. Ce qui les dérange le plus, c'est les problèmes de l'humeur, mais si on pousse la question un peu plus loin, ils vont souvent vous rapporter des douleurs aussi qui sont présentes. Pendant longtemps, on s'est dit, bien, c'est très simple, le système de freinage de la douleur qui est descendant, il est sérotoninergique et noradrénergique, et c'est vrai aussi dans la dépression. Donc, on s'est dit, bon, ça va de soi, s'il y a un trouble de sérotonine et de noradrénaline, c'est probablement que ça produit un trouble de l'humeur, et en même temps, ça empêche ce système de freinage. Mais on a été très étonnés quand on a regardé les données. Vous pouvez voir ici des sujets contrôle, ici, c'est des dépressions majeures, et ici, c'est des patients qui souffrent de fibromyalgie. C'était simplement pour vous montrer un groupe chez qui il y a un déficit des systèmes de freinage. Mais regardez ici dans la dépression, la différence n'est pas significative. Il y a une légère baisse, mais elle n'est pas significative.
Alors, ce n'est pas un problème de manque d'inhibition. Le système de freinage fonctionne encore. Mais ce qui est très intéressant, c'est si vous prenez des patients qui souffrent de fibromyalgie et que vous les divisez entre déprimés et non déprimés, vous pouvez voir que les patients qui ont fibromyalgie plus dépression majeure ont un système de freinage qui est encore moins efficace. Alors, la dépression en tant que telle n'empêche pas le système de freinage de la douleur, mais s'il y a une comorbidité douloureuse, il peut augmenter cette douleur en tant que telle. Donc, soit empêcher le système de freinage d'être suffisamment important ou simplement que les systèmes excitateurs sont encore plus importants et le système de freinage n'arrive plus du tout, n'arrive pas à freiner la douleur en tant que telle. Il y a un autre mécanisme aussi qu'on appelle les mécanismes excitateurs. Vous vous souvenez, je vous ai montré les courbes qui se passent dans la moelle chaque fois qu'on donne une stimulation. Alors, on retrouve les mêmes courbes ici. Vous pouvez voir ici que quand on donne une stimulation à haute fréquence ici, chez des patients qui souffrent de dépression, vous pouvez voir que quand on augmente la fréquence, très rapidement, on a une augmentation de la réponse. Donc, on a un système excitateur très augmenté si on le compare avec des groupes contrôle. Alors, c'est des sujets du même âge, mais qui ne souffraient pas de dépression. C'est Stéphane Potvin ici qui a fait des projets avec moi. Alors, vous pouvez voir que dans la dépression, ce qu'on trouve, ce n'est pas tellement un manque de freinage, mais plutôt une augmentation d'excitabilité, même au niveau spinal. Quand même important, hein? Ça veut dire que ce n'est pas uniquement cortical, ça se passe même au niveau spinal. Alors, si on regarde ça de plus près, et qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, on dit qu'il y a une augmentation de la sommation temporelle, donc quelque chose de central excitateur, ce qui est possiblement glutamatergique, on va le voir ensemble, mais il n'y a pas de déficit du système de freinage, contrairement à ce qu'on a cru pendant des années en tant que tel. Alors, on sait de plus en plus que la recherche montre qu'il y a une théorie plus glutamate maintenant pour la dépression. On a même des traitements, par exemple, avec la kétamine pour traiter la dépression. Donc, autrefois, on aurait dit, mais non, la kétamine ne joue pas sur les bons systèmes. Alors, ça joue un peu sur la dopamine aussi, hein, la kétamine, mais ça joue par le système glutamatergique. Alors, c'est important de voir qu'on peut traiter possiblement la douleur et les symptômes de dépression en utilisant des médicaments. Ici, l'exemple de la kétamine, c'est un exemple, mais en utilisant des médicaments qui jouent sur ces systèmes excitateurs. Donc, on peut freiner l'excitation et diminuer les troubles de l'humeur et diminuer la douleur en même temps. Alors, oui, les antidépresseurs vont rester quand même quelque chose à utiliser, mais il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on utilise un antidépresseur, automatiquement, on réduit la douleur si douleur il y a. Maintenant, allons voir ce qui se passe du côté de la schizophrénie. Vous avez vu, on a réussi à identifier dans le cas de la dépression que c'était même au niveau spinal, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien au niveau des centres supérieurs, mais même au niveau spinal, il y a un problème d'hyperactivité qui provoque de la douleur. Allons voir dans la schizophrénie si on trouve la même chose. Alors ici, c'est encore Stéphane Potvin. Stéphane, c'est vraiment sa spécialité santé mentale et douleur. Alors, on a regardé ici la perception de la douleur dans la schizophrénie, puis on a trouvé des réponses, des profils particuliers. Et ici, on a trouvé qu'il n'y avait pas de déficit, encore une fois, des systèmes de freinage. Alors, allons voir. Ce qu'on avait comme impression dans la schizophrénie, vous savez, quand on regarde la littérature, quand on parle avec les collègues, ils vont nous dire, bien, écoutez, ici, contrairement à la dépression, quand un patient souffre de schizophrénie, il présente une apparence d'insensibilité à la douleur. Donc, ils peuvent donner l'impression, on voit des cas, là, des textbook cases, comme on dit, où il y a des patients qui se sont blessés de façon assez terrible ou mutilés de façon terrible et qui ne présentent pas de signes de douleur. Alors, on s'est dit, bien, qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est parce qu'ils ont un système de freinage plus puissant que la moyenne ou parce qu'ils ont un système excitateur qui est moins puissant? Donc, il y a une réduction du système d'activation de la douleur. Et est-ce que ça se passe au niveau spinal ou est-ce que ça se passe au niveau cortical? Alors, on va aller fouiller ces différentes questions-là en commençant par regarder le système de freinage. Bien, le système de freinage, vous pouvez voir, en bleu, ici, vous avez des sujets contrôle. En rouge, vous avez les patients qui souffrent de schizophrénie. Vous pouvez voir qu'en proportion, le système freine à peu près de la même façon. Donc, un peu comme dans
comme dans la dépression, ils ont un système qui arrive à freiner la douleur, un peu comme chez les sujets sains. Sauf que regardez un peu la courbe ici. Regardez la courbe, elle se sépare quand même. Et si on isole cette partie de la courbe, c'est la sommation temporelle, donc le système excitateur au niveau central. Et on peut voir que si on compare les contrôles avec les patients qui souffrent de schizophrénie, bien là, on a un manque d'amplification. En deux mots, ça veut dire que si je vous prenais l'un de vous dans la salle et qu'on avait un bassin d'eau très, très chaude et que vous mettiez votre main dedans pendant une seconde et la retiriez, bien, vous pourriez dire que c'était légèrement douloureux. Mais si vous mettiez la main dedans et on la laissait là une minute, ça deviendrait intolérable. Hein? Vous devriez même retirer la main avant. Mais dans ce cas-ci, ce qu'on voit, c'est que la personne pourrait mettre sa main dans l'eau, dire oui, c'est douloureux, mais ça n'augmente pas. C'est toujours la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à risque de blessure. Vous avez une douleur rétrosternale qui augmente, vous allez vous dire, bien, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai soit un trouble digestif ou un trouble cardiaque, il faut que je fasse quelque chose. Alors, si vous avez une petite douleur, mais qui reste toujours la même, bien, vous êtes à risque d'avoir des problèmes de santé. Alors, c'est un peu ce qu'on retrouve ici dans cette population. Alors, la sommation temporelle normale. Alors, on s'est dit, on va aller voir le système excitateur. Est-ce qu'il est augmenté ou réduit? Hein, il pourrait être réduit parce que s'il est réduit, ça explique cette réponse qu'il n'y a pas d'augmentation de la douleur. Mais en fait, donc, on retrouve exactement la même réponse excitatrice entre les patients qui souffrent de schizophrénie ou les contrôles. Alors là, il ne reste plus grand-chose. Il reste les centres supérieurs hein, en tant que tels. Alors, on a éliminé au niveau spinal, on a la même réponse dans les deux groupes. Donc, ils ont de la douleur, ils ressentent bien la douleur, mais elle n'est pas inférieure, même au niveau spinal. Au niveau des systèmes de freinage, ça se ressemble. Mais quand on regarde au niveau cortical, c'est là que ça devient intéressant. Si vous regardez, on a l'activité ici d'une région qui s'appelle l'insula. Hein, et puis, vous avez le cortex somatosensoriel ici. Le cortex somatosensoriel, c'est la partie qui va recevoir l'information douloureuse sans l'émotion. Donc, c'est l'intensité de la douleur. Il y a une aiguille qui est entrée dans votre main, vous dites, il y a une aiguille qui me pique, mais sans l'émotion. L'insula et le cortex cingulé, ainsi de suite, ce sont des régions de la composante affective. Et ce qu'on a vu ici, c'est qu'il y a une réduction de la diminution de la composante affective dans la schizophrénie. Donc, en deux mots, j'ai aussi mal que mon voisin qui ne souffre pas de schizophrénie, mais sur le plan émotif, quand je veux le faire comprendre, hein, vous savez, quand vous vous blessez, vous devenez émotif, vous en parlez, vous parlez plus fort, bien là, moi, je n'ai pas cette habilité-là si je souffre de schizophrénie. Alors, vous voyez que c'est quand même important de comprendre. Donc, j'ai mal, la douleur est là, mais il ne faut pas s'imaginer que cette douleur, je vais pouvoir l'exprimer toujours de façon aussi claire sur le plan affectif, sur le plan émotif en tant que tel. Donc, si on résume, pas de perception de la sommation temporelle. Donc, quand on le fait sur le plan psychophysique, ils ont l'air de ne pas ressentir la douleur, mais dans le fond, quand on regarde au niveau spinal, c'est exactement la même chose que les sujets sains, et le système de freinage est le même aussi. C'est la composante affective principalement qui semble être affectée quand on vient pour en parler de cette douleur en tant que telle. Donc, encore ici, on pense à une dysfonction qui est glutamatergique, mais ça, c'était connu depuis très, très longtemps. On pensait à une réduction de glutamate, et ça, vous êtes spécialisé déjà là-dedans si vous êtes dans le domaine de la santé mentale. Donc, quand on veut faire un résumé de tout ça, on dit dépression. Donc, on parle d'inhibition qui est normale. Quand on parle de schizophrénie aussi, même chose, inhibition tout à fait normale. Quand on regarde les mécanismes excitateurs, ils sont augmentés dans la dépression, ils sont réduits dans la schizophrénie. Hein, la perception est réduite en tant que telle. Et on s'aperçoit qu'au niveau spinal, c'est normal dans la schizophrénie, mais c'est augmenté dans la dépression. Et quand on regarde ce qui se passe en termes de caractérisation, on pense à une sensibilisation spinale et supraspinale dans la dépression, mais on pense à une réduction sur la composante affective dans la schizophrénie. Je vais très rapidement, j'en suis conscient, c'est beaucoup d'informations, mais je pourrai vous envoyer les diapos après. Mais ce qui est important ici de voir, c'est qu'on a des différences qui vont changer complètement le traitement qu'on va offrir aux patients. Et s'il y a de la douleur chez ces patients, on va devoir s'y attaquer différemment et surtout la mesurer différemment. En ce qui concerne l'autisme, Gia a déjà abordé le sujet très, très bien, donc je ne vais pas mettre beaucoup d'énergie ici. Mais il y a une étude avec une collègue qui a été faite qui était très intéressante, qui montrait qu'il n'y a pas de différence en tant que telle. Je vais commencer par ici un article qui a été publié, dont j'aime beaucoup le titre. C'est « Quand je suis en douleur,
tout m'envahit finalement. Donc, on parle ici de l'implication de la douleur. C'était chez des adultes ici qui souffrent d'autisme. Donc, c'est exactement ce qu'a dit la jeune fille sur la vidéo et j'ai trouvé que c'était excellent. C'est quand j'ai mal, tout devient envahissant. Alors, c'est très important et c'est à peu près ce qu'on a trouvé dans l'étude qui a été faite ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dysfonction des mécanismes endogènes inhibiteurs. Il y a une grande variabilité des scores d'évaluation de la douleur. Donc, ça semble plus être au niveau cortical. Et voici une belle étude ici qui le montre d'un groupe dans lequel Jin Fan, donc c'est un groupe dans le European Journal of Neuroscience, qui ont montré que quand on fait un scan cérébral sur l'anticipation de la douleur. Alors, comment on fait ça en labo? C'est qu'on provoque une douleur, puis on dit à la personne, bien, quand la lumière rouge s'allume, ça veut dire que la douleur s'en vient. Alors, il n'y a toujours pas de stimulation. Quand on regarde dans le cerveau des patients qui souffrent du spectre de l'autisme et qui sont dans le spectre de l'autisme versus des contrôles, vous pouvez voir que les régions associées à la composante affective, le cortex singulier antérieur et différentes régions affectives sont augmentées par rapport au sujet contrôle en tant que tel. Donc, vous voyez, que ce soit dans la schizophrénie ou que ce soit dans le spectre de l'autisme, qui sont pourtant des problématiques totalement différentes, il y a quand même toute cette composante affective qui vient jouer un rôle. Donc, il faut être très à l'affût des signes de douleur autres que ceux qui seront rapportés par le sujet, comme le disait très bien Jia Sarabhan. Maintenant, quand on parle de traitement, malheureusement, on a tendance, et c'est ce que les patients veulent, à parler uniquement de médication ou de chirurgie. D'ailleurs, ici, quand on donne le choix, les gens vont vous dire, donnez-moi une pilule qui fonctionne bien. Mais il y a aussi beaucoup d'approches non pharmacologiques. Et moi, je trouve que un type d'approche non pharmacologique qui commence à occuper une place importante, c'est la stimulation transcrânienne. Je sais qu'il y a des équipes, j'étais avec Didier Boissira hier, qui est un grand chercheur français et qui fait beaucoup de recherches sur la stimulation transcrânienne. Il le fait dans la fibromyalgie, il le fait aussi dans les troubles neuropathiques, douleurs neuropathiques, et ça s'étend maintenant à plusieurs problèmes de santé mentale. Donc, pour traiter la santé mentale en tant que telle ou la douleur ou les deux, et je pense que c'est un domaine qui va évoluer, si vous voulez. Mais il y a une autre chose très importante, et ça, c'est vrai pour tous les patients du monde. En fait, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour les humains en général, l'information. Il y a un nombre d'études incalculables, maintenant ça augmente chaque jour, d'articles qui montrent que si vous donnez des bases pour expliquer aux patients pourquoi il a mal. C'est une douleur centrale. Ce n'est pas la main qui fait mal, c'est maintenant centralisé. On appelle ça des douleurs nociplastiques parce que c'est le système nerveux qui s'est adapté. Bien, vous diminuez la douleur chez la personne parce qu'enfin, elle fait un sens. On comprend ce qui se passe. Et voici ce que vous pouvez faire pour réduire cette douleur et voici pourquoi les approches non pharmacologiques fonctionnent. Et ça a été publié de multiples fois. Donc, il faut donner de l'information. Et encore une fois, je me réfère à la jeune fille sur la vidéo. Souvenez-vous ce qu'elle vous a dit. Je veux comprendre. Je veux qu'on m'informe de ce qu'on va faire. Je veux qu'on me dise la vérité. Et je pense que ça s'applique beaucoup, beaucoup dans le cas du spectre de l'autisme, mais ça s'applique aussi chez tous les autres sujets qui souffrent en tant que tels. Donc, je vous donne un exemple. Ici, vous avez le médecin qui explique, écoutez, voici, votre douleur dure depuis longtemps, elle est centralisée. Alors, le patient va arrêter de croire qu'il a un cancer que personne ne détecte, il va arrêter de penser qu'il a une blessure au niveau du muscle, et c'est ça que personne ne trouve, il devrait, et il va ensuite comprendre, bien, c'est pourquoi c'est important de faire de l'exercice, ça va aider mon cerveau, et je devrais être mieux par la suite. Alors, vous voyez, c'est de l'information simple, mais cette information simple-là peut faire une différence majeure chez les patients. Donc, si on veut résumer très rapidement, mieux comprendre le rôle des mécanismes excitateurs, augmentation du glutamate dans la dépression, pour donner un exemple, diminution dans la schizophrénie, on peut adapter le traitement en fonction de ça. Utiliser des antidépresseurs peut ne pas être suffisant pour réduire la douleur dans le cas de la dépression. Donc, il faut peut-être penser à des récepteurs, des implications des récepteurs NMDA, la kétamine, par exemple. C'est un exemple, la kétamine, bien sûr, parce que c'est complexe aussi à utiliser. Comprendre que dans le spectre de l'autisme, l'expression de la douleur peut passer par l'hyperactivité à toute stimulation. Alors, comme le disait si bien Jia, on peut avoir quelqu'un qui montre une surexcitation face à la lumière, au bruit ou quoi que ce soit, et ça peut être simplement un signe qu'il y a de la douleur chronique. Comprendre le rôle des approches pharmacologiques, mais aussi non pharmacologiques sur ces changements. Quand la jeune fille disait encore une fois, quand on me fait rigoler,
quand on me distrait, quand on me parle, quand on me rassure, j'ai moins mal, mais c'est vrai pour tout le monde. Alors, je pense que c'est important de se souvenir de ça. Je vous remercie. J'ai terminé et je vais vous présenter, je viens tout juste d'éditer la troisième édition de mon livre, Le phénomène de la douleur. Malheureusement, pour l'instant, il est en anglais. On est en pourparlers avec des maisons d'édition pour l'avoir en français. Là, ça ne bouge pas assez vite à mon goût, mais en tout cas, j'espère bien l'avoir bientôt. Il a été publié en français il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Là, il est tout neuf en 2024. Et on a aussi avec GIA publié Mental Health and Pain, donc qui commence à dater. On devrait être obligé de le mettre à jour bientôt. Il y avait aussi une version française, mais je vous dis tout de suite, c'est pas la même version. Alors, c'est pas les mêmes auteurs, c'est quand même bien, il y avait des choses très intéressantes, mais il y a aussi, si vous lisez bien l'anglais, la version anglaise était un petit peu plus récente. Donc, voilà. Je vous remercie et merci de l'invitation et bonjour à tout le monde. Un grand merci, Serge. Toujours aussi remarquable.